Avec vous sur Sud Radio pour les débats. Avec aujourd'hui François Monboise, bonjour, président de la FEVAD. C'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Régis de Castelnau, bonjour, avocat, bonjour. Vu du droit, auteur de ce livre, Une justice politique, ce livre indispensable, devrais-je dire, paru chez L'Artilleur. Éric Tegner, bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Auteur du livre remarquable, La France sans dessus-dessous. Absolument, La France sans dessus-dessous, que Juliette Rioufol, qui travaille avec moi, n'a pas mis. Qu'est-ce que vous dites? Qui est le reflet de l'émission. Voilà, c'est le reflet de l'émission. La France sans dessus-dessous, aux éditions Erol. Voilà, et effectivement, c'est à lire parce que même ceux qui peuvent être agacés par Sophie, je pense que vous aimerez son livre parce que Sophie, elle a un côté un peu, oui, elle a un côté un peu iconoclaste quand même dans ses positions. Et là, c'est toutes les absurdités de l'administration, de cet état profond qui nous emmerde, hein, on va le dire comme ça. on peut le dire maintenant, vu que le président l'a dit. On va parler d'Éric Pelletier qui rejoint Éric Zemmour. Un non-événement a dit... Guillaume, j'ai dit Éric Pelletier. Guillaume Pelletier qui rejoint... Éric Zemmour, pas confondre avec Eric Ciotti. Oui, mais j'ai peut-être fait un raccourci. Je vais m'allonger. Guillaume Pelletier qui rejoint Éric Zemmour. Un non-événement, a dit ce matin Valérie Pécresse. La hausse des violences envers les élus, une campagne qui est extrêmement violente. Vous avez peut-être vu ces images à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis les non-vaccinés qui transmettent le virus doivent-ils être responsables pénalement? Heureusement, on a un avocat avec nous. C'était une tribune dans le Parisien ce week-end. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Régis de Castelnau. Bah oui. C'est un coup de cœur, c'est rare, hein. Bon, je ne sais pas si ceux qui sont autour de la table aujourd'hui l'ont vu. J'ai regardé le journal de 20h et Stromae était invité. Je suis stromaïste, hein, il faut que j'avoue. Et donc, il a été interviewé, c'était très bien, je pense, c'est un très très grand artiste. Ouais. Et puis, elle lui a posé une question sur la solitude et il a embrayé. Il s'est mis à regarder la caméra et il a chanté cette chanson. Tout ça a été très préparé, mais c'était formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai trouvé que c'était audacieux. Hein, j'ai pas dit courageux, audacieux parce que bon. Et voilà, c'était un bon moment. Et après, naturellement, je me suis précipité pour réécouter sur les réseaux, etc. Et j'ai vu que les réactions étaient très positives. Donc, un petit rayon de soleil. J'ai failli prendre ce coup de cœur, figurez-vous, et même pour autre chose. C'est parce que, en plus, ce garçon s'est arrêté pendant 7 ans de chanter parce que il avait besoin de réfléchir, de savoir ce qu'il allait faire de sa vie. S'est marié, il a eu un enfant. Il est arrivé en costume cravate. Bon, d'accord, je sais. On va trouver que je suis très conservatrice d'apprécier, mais il était stupéfiant de sagesse et de talent en chantant effectivement en direct une chanson qu'il n'avait jamais chantée. Mais en plus, c'est tout à fait une image. Enfin, c'était très préparé. Enfin, je veux pas être rabat-joie. Oui, mais j'espère bien. Voilà. C'est le 20h de TF1. Oui, c'est le 20h de TF1. Alors, c'est sur Twitter, j'ai vu quelqu'un qui disait, moi je suis un peu forcément rabat-joie toujours, un auditeur disait, la séquence de Stromae au JT de TF1 est cool, mais un truc me chiffonne, intégrer une séquence joliment mise en scène à la fin d'une vraie interview tend à décrédibiliser l'exercice journalistique. Ça laisse à penser que tout l'entretien est du théâtre préparé à l'avance. Il y a des gens qui sont quand même emmerdants, quoi. C'est-à-dire que, oui, ça c'est ce qu'on demande justement aux artistes, c'est de chanter, c'est pas de faire politique, donc tant mieux. Ouais. Non, mais je voulais ajouter quelque chose sur Stromae, deux petites choses. Premièrement, c'est un type qui avait un look extraordinaire. Oui, là, absolument. effectivement, il était en costume, ça m'a frappé. Moi aussi. Il a parlé de sa femme, de son fils, etc. Et je pense que c'était voulu. Hein. C'est vraiment, il a une palette extraordinaire. Et puis, il a fait la chanson précédente qui annonce l'album qui va arriver dans un mois. C'était un hommage au premier de Corvée qui s'appelle Santé. Faut regarder le clip parce que c'est un artiste aussi sur le plan visuel. C'est extraordinaire. Non, j'aime beaucoup ce garçon et hier j'étais très content. Non, mais ça c'était il y a 7 ans. Oui, d'accord, mais il a quitté à ce moment-là. Absolument, il a quitté. Oui, François, vous l'avez vu, François Monboise? Je l'ai vu en différé, mais effectivement, c'est beau, c'est émouvant. Surtout que c'est un texte dur, hein. Il parle de la vie, en fait.
C'est pas gai. Hein. Et c'est du niveau de la solitude, ça n'existe pas. Hein, T'es pas tout seul à être tout seul. C'est une des phrases qui revient. Vous l'avez vu aussi, Eric. Alors moi, je ne l'ai pas vu. Déjà, je regarde pas le JT de 20h, mais il faudrait que je m'y remette du coup. Mais moi, sur les réseaux, ça a circulé. Bien sûr, j'ai vu que ça circulait à fond. Non, mais moi, de toute façon, j'aime bien Stromae parce que justement, c'est quelqu'un qui a connu un succès énorme il y a 7 ans. Et qui a su en fait ne pas faire comme beaucoup d'artistes, ça veut dire se dire à un moment donné j'ai une responsabilité, j'ai une vie aussi à construire, j'ai un exemple à donner, je réfléchis et je me contente pas de vouloir faire des CD tous les 6 mois, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de bouse, pardonnez-moi l'expression, qui sortent souvent. Donc j'aime assez cette sagesse qu'il a, je pense, bien incarné hier, ce qui fait que même si ça a été préparé ou pas, à un moment donné, quand il vient depuis 7 ans, c'est qu'il a quand même réfléchi, donc tant mieux. On peut écouter peut-être un petit extrait de ce single, comme on dit, qui sort aujourd'hui. Vous avez aussi pendant 7 ans lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Voilà, alors bon, on a des auditeurs qui disent, Xavier nous dit surtout que 10 minutes après l'émission, l'interview, la chanson a été mise en ligne, tweetée par Stromae pour que ses followers la téléchargent. Money is money, c'est du business, et ce n'est pas du niveau de la solitude, ça n'existe pas quand même. Voilà. Bon, alors oui, il y a deux choses, il y a la chanson, il y a le marketing et il y a l'homme. Et la personne était très intéressante. Absolument. Et Anne-Claire Coudray a dit que ça resterait un moment très fort dans sa carrière. Vous savez, les gens, quand ils aiment des artistes et qu'ils trouvent que ces artistes sont pas assez connus, ils s'en plaignent. Et après, quand l'artiste il fait le bon boulot pour que sa musique elle fonctionne, ils s'en plaignent aussi. Donc à un moment donné, c'est normal quand vous faites une musique que vous aimez, que vous ayez envie de faire un maximum de plans marketing pour que les gens en parlent. Non, puis attendez, le marketing de Stromae, tout le monde attendait qu'il revienne. Oui, c'est vrai. Je veux dire, il a aucun problème de cette nature. Je veux dire, il a fait 40 millions de vues sur la chanson Santé qui est sortie il y a 2 mois. Ouais. Bon. Ouais. Un autre auditeur dit Stromae, 7 ans d'absence pour nous sortir un album identique pour dépressifs du Covid. Inutile de vous dire que ce n'est pas pour moi. Ben ça, au moins, il peut en sortir tous les 6 mois, c'est un bon sujet. Regardez le clip sur le cancer qui est extraordinaire. Véritablement, il est fabuleux. C'est un très très grand artiste. Un autre auditeur m'envoie alors toute autre chose. C'est en train de dégénérer en Australie autour de Djokovic. Vous savez qu'il a eu son autorisation de rester. Son visa a été rétabli, mais il risque tout de même d'être expulsé. Et là, visiblement, il y a des échauffourées qui sont en train de se produire en Australie. C'est un vrai feuilleton. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour parler politique, Covid, etc. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour débattre et commenter l'actualité avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir, Régis de Castelnau, avocat, je rappelle votre blog Vue du droit, je rappelle votre livre Une justice politique et membre également qui est paru chez L'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. François Monboisse, président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Et je rappelle le livre de Sophie de Menton, La France sans dessus-dessous, qui est paru aux éditions Erol. On va revenir sur les déclarations d'Éric Pelletier. Pourquoi je dis Éric Guillaume Pelletier qui rejoint Éric Zemmour. Un non-événement, a dit ce matin Valérie Pécresse. La hausse des violences envers les élus vers une campagne plus violente. Et puis une tribune qui a beaucoup fait réagir dans le Parisien ce week-end. Les non-vaccinés qui transmettent le virus doivent-ils être responsables pénalement? On parle de tous ces sujets, mais avant on continue notre tour de table. François Monboisse, je mets des 2 partout. Un coup de gueule ce matin que je partage. Oui, un coup de projecteur, parce qu'il y a Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui était interviewé, il parlait du pouvoir d'achat. Ouais. Et pour illustrer le fait que des gens ne puissent pas acheter à manger de manière saine, il a fait un tweet qui disait « Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est la gastronomie française. Le meilleur moyen de la défendre, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. » Il déroulait en disant le 10 du mois, il y a des gens qui n'ont pas de quoi acheter à manger et c'est un drame, il faut augmenter les salaires. Et en fait, il s'est pris une tempête parce qu'il a parlé de vin.
Il a parlé de viande et de fromage, donc les véganes lui sont tombés dessus, des écolos lui sont tombés dessus, donc il fallait arrêter de manger de la viande. Les gens ont dit que le vin, c'était islamophobe. Ça, c'était. Il y a eu un tweet. Il y a eu un tweet. Vrai, hein. Ah bon, c'était pas ironique? Moi, j'ai vu un tweet comme ça, très ironique sur le sujet. J'ai cru que c'était une blague. On est dingue. Non, enfin. C'est dramatique, quoi. Et du coup, il a été obligé un peu de se défendre, d'expliquer ce qu'il a voulu dire. Enfin, Sandrine Rousseau lui a dit, gna gna, c'est le couscous, le plat préféré, c'est pas la viande. Enfin, c'est un peu pathétique. Le couscous, c'est kebab, quoi. Ouais. Oui, il s'est fait accuser d'avoir été de droite, c'est-à-dire parler de vin, viande, fromage. Il y a des gens, des écolos qui lui ont renvoyé la photo de Bigard en disant, ben voilà, voilà ce que c'est le Parti communiste maintenant. Ah là là. Alors, c'est nazi d'aimer la gastronomie française. C'est nazi. Non, mais on arrive à un niveau de connerie. Fou, hein. Je pense qu'il paye aussi le fait, Roussel, qu'il est pro-nucléaire. Il l'a dit. Il est pro-Charlie. Il a fait une réunion qui a fait beaucoup parler, je crois, à Aubervilliers, avec Caroline Fourest, avec des gens de Charlie Hebdo. Ils ont été très secs sur les élus qui font des compromissions avec les islamistes. Oui, avec Elsa Fossillon qui a drainé un nombre de réactions absolument immondes. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Mais est-ce qu'il faut relayer ces extrémismes dans tous les domaines? Nous sommes dans des extrémistes dans tous les domaines. Il s'en est pris plein la tête, lui. Il ne pouvait rien. Hein. Son tweet a été inondé de contre-bêtises. Enfin, je trouve que c'est un très bon exemple parce que souvent, on fait passer ceux qui disent que la civilisation française demain pourrait mourir, que peut-être qu'un jour on pourra plus manger et boire comme avant. On les fait souvent passer pour des dingues en disant jamais ça arrivera. Voilà. Mais à un moment donné, en fait, si ça peut arriver, si ces gens-là ils arrivent au pouvoir, ils en sont pas si éloignés que ça. En tout cas, ils ont des accointances avec des gens au pouvoir. Eh bien, ça deviendra une catastrophique parce qu'ils sont absolument fous. Et on écoute. Mais alors, je vais vous dire, j'ai retrouvé le tweet qui a été pris au premier degré. Alors que mais on en est à se demander si c'est du premier ou du second degré. Je ne veux pas rajouter des charbons, dit cette tweetos, sur le barbecue, mais la phrase de Roussel réussit le tour de France d'être à la fois islamophobe, l'alcool, antisémite, viande et fromage dans la même phrase, et cholestérophile ou gamma GT friendly. À ce niveau-là, c'est vraiment du lard. Évidemment que c'était du second degré, mais il y a des gens qui lui ont répondu au premier degré. Oui, bien sûr, cela joue avec la référence nauséabonde des apéros saucissons pinards et les soupes de cochon. C'est absolument délirant. C'est délirant qu'on prenne ça au premier degré. Oui, François ? Non, c'est tout. Vous avez tout dit. Mais vous avez raison, ça a été ce qu'on appelle une shitstorm sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui. Vous, Eric, ça vous... Et lui qui avait un bon sujet, qui était les gens n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se prendre de la bonne viande, quitte à en manger moins. Bientôt, ces gens vont dire que le salon de l'agriculture, c'est un club de fachos, qu'il faut plus y aller parce que c'est rance. Moi, je sais pas, je me rappelle de Chirac. Chirac, tout le monde l'aimait collectivement, même si c'était pas d'accord avec lui, gauche ou droite confondu, parce que justement, il a incarné cette France-là. Il y en a qui considèrent que cette France, elle est dépassée. Moi, je pense que cette France, c'est la France, quoi. Mais bien sûr. Mais attendez, là, on délire. Parce que on a des extrémistes qui sont minoritaires. Le problème, c'est qu'ils font du bruit et qu'en France, aujourd'hui, on n'écoute plus ces extrêmes. Oui, mais je pense que c'est quand même globalement, disons-le, c'est quand même globalement aussi véhiculé par une élite, véhiculé par des entreprises. Mais moi, je vois assez peu de pubs à la télévision aujourd'hui où on voit justement cette France qui boit de l'alcool. Alors à chaque fois, il faut préciser, buvez pas trop d'alcool. C'est interdit l'alcool à la télévision. Mais exactement. Mais moi, en termes de publicité et du marketing, on en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de marketing pour ces nouveaux produits, pour ces extrémismes, etc. Notamment côté écolo, que pour simplement la France des terroirs. Moi, je vois pas de pub à ce niveau-là. Et il n'y a plus une seule pub, et après tout, c'est peut-être bien, mais il n'y a pas une seule pub où il n'y ait pas... Oui, c'est très... Mais oui, mais c'est la diversité. Des couleurs de peau différentes, etc. Non, mais attendez, on va pas... Je veux dire, il y a une espèce de politiquement correct. C'est encore autre chose. C'est pas le politiquement correct, c'est que la télévision doit... Voilà, non mais je suis désolée, doit avoir X femmes de pas plus âgées que... Je pense que tout ce qui incarne un peu la France d'avant, la France des années 60, on n'en veut plus globalement. On est en 2022. Je suis désolé, mais là on est à Paris, par exemple, retrouver des cafés, des restaurants qui ressemblaient comme avant.
Moi, j'en retrouve beaucoup moins. J'ai besoin d'aller à Rome, en Italie, pour les retrouver. Ça s'est uniformisé. Je dis pas forcément que c'est idéologique et compagnie. Je dis qu'on commence à perdre ce petit côté-là. Et c'est de plus en plus difficile de retrouver de l'authenticité. Il faut aller marcher, il faut aller sur les chemins de Saint-Jacques ou aller dans la Creuse pour retrouver des vieux PMU de l'époque, etc. Non, mais c'est vrai. On n'aime plus ce qui est authentique. Non, alors, le phénomène de disparition des troquets en France, il est ancien. Hein. C'est pas quelque chose qui vient et je pense pas qu'il y ait un lien avec les traditions gastronomiques, les traditions du café, etc. Je pense pas. Bon, Paris, c'est un peu à part. C'est une ville détruite où on veut plus qu'il y ait de commerce, on veut plus. Enfin, je veux dire, ça, c'est un choix politique qui devient volontaire. Non, mais ce que disait Sophie, et je crois, c'est vrai, c'est qu'il y a une espèce de et on le perçoit d'un courant minoritaire très sociologiquement homogène qui fait passer une certaine image. Les publicités où vous avez désormais systématiquement des couples mixtes. Attention, hein, les couples mixtes, ce sont rarement des blancs avec des femmes noires, c'est plutôt le contraire. Ça me gêne pas dans le principe. Hein, une de mes filles est mariée à un avocat martiniquais, donc et mes petits enfants sont métis. Au contraire, elles sont magnifiques. Mais il y a la volonté d'imposer quelque chose qui est très minoritaire dans ce pays. Je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec vous. On vous donne une image dans les publicités d'une France qui n'est pas la bonne. Je trouve pas que ça soit si minoritaire. Il y a une nouvelle génération auquel j'appartiens, mais où je m'identifie pas du tout, qui aujourd'hui globalement et plutôt dans l'état d'esprit de se dire un jour on va interdire l'alcool. Moi je prends le cas par exemple des pays scandinaves. Là je viens de Norvège, mon père est suédois, je connais assez bien. Souvent ils sont en avance sur toutes ces évolutions de société. Ils ont créé des magasins à part pour vendre de l'alcool, on peut plus le vendre avant 18h, etc. Et ça touche, ça touche ma génération. J'ai une génération aujourd'hui qui va considérer que l'alcool c'est pas une bonne chose, qu'il faut lutter contre. Et effectivement, je suis désolé, moi j'étais en école de commerce. C'est pas faux non plus. Oui, mais ça ramène sur le sujet tout à l'heure, peut-être quand on parlera du Covid, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le droit aussi de vivre. Oui. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être juste végétarien, de ne pas boire. Oui, mais on a le droit aussi d'avancer dans la société, de constater que l'alcool fait des dégâts, que bien sûr, mais je vous parle pas d'hiver par jour. Qui achètent des bouteilles de vodka pour boire avant d'aller dans une soirée, pour boire avant. Il y a quand même des phénomènes un peu compliqués. Franchement, moi j'étais en école de commerce, quand je recevais des gens souvent chez moi et qu'on se faisait une bonne bouffe à l'ancienne, on se foutait de ma gueule parce qu'on disait de toute façon t'es un facho avec ton saucisson. Mais c'est vrai, c'est véridique. On passe un politique, il peut pas dire ça parce qu'il passe pour un dingo, etc. Mais factuellement, c'est ce qui se passe. Factuellement, aujourd'hui en France, vous recevez quelqu'un chez vous à l'ancienne avec un drapeau français, vous êtes un facho. Ah oui, le drapeau français, c'est peut-être. Non, mais je vous dis, je dis pas que c'est un facho, mais il y a pas beaucoup de gens qui reçoivent avec un drapeau. Non, vous pouvez avoir votre drapeau chez vous. Attendez, j'aurais que François puisse réagir. Ce que dit Roussel, c'est un lien pour moi avec ce qui est très grave, c'est les agressions d'agriculteurs. Ce matin, il y a un agriculteur qui est assez connu sur Twitter, Agritov, qui raconte qu'il passe au tribunal là pour une affaire qui s'est passée il y a 2 ans où des antispécistes sont introduits chez lui un soir de réveillon et ont commencé à tout casser. Et il y a une bagarre. Et ça, c'est très grave parce que les antispécistes et les véganes rentrent chez les agriculteurs, massacrent tout, il y a eu un scandale à un moment des signes SS parce que l'élevage, c'est du nazisme. Et il y a un mouvement antispécisme très violent. Et donc, ce qu'a pris Roussel, c'est ça aussi. Une bonne viande, c'est pas bien. Un fromage, c'est pas bien. Le mouvement PETA dit qu'il faut pas traire le lait des vaches, ça leur fait du mal. Mais vous vous rendez compte, compte comment ce tweet relativement anodin fou, hein. a complètement généré ça. On va passer. Éric Tegner, vous, c'est un coup de gueule. Moi, c'est un coup de gueule sur une vidéo qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux de façon massive. On voit un homme dans sa voiture qui traîne un passant. Pour s'amuser. Voilà, donc voit le passant. Vous appelez ça un homme, une racaille? Objectivement, c'est une racaille. Pareil, heureusement que je ne suis pas de politique, sinon je ne pourrais pas le dire, mais on voit que cette racaille, elle vient quand même d'une certaine diversité, vu qu'on parle beaucoup de diversité, et que ça a l'air de l'éclater. Il a, je pense, 30-35 ans, et la personne qui tire, elle est en plus un peu plus âgée, je pense c'est 45 ou 50 ans. Il se fait traîner, l'autre ça l'amuse beaucoup, il en fait la publicité sur les réseaux sociaux, et vous savez, ça arrive souvent ça. Ça arrive souvent avec aussi des policiers, avec des femmes qui se fait traîner.
par la fenêtre et chope un passant. Quelqu'un, il passe au ras du trottoir, il prend quelqu'un par la manche et il accélère pour faire courir et le type, on le voit, il dit arrêtez, arrêtez, parce qu'il est stressé, on sent que son cœur, c'est voilà. Donc heureusement, la préfecture de police a ouvert une enquête justement grâce au signalement sur Pharos. Heureusement que cette vidéo a buzzé, mais je vous dis, ça arrive souvent. Vous regardez sur Google, il y en a plein. Il n'y a pas eu de plainte pour l'instant. Ce que j'entendais un policier dire ce matin, il n'y a pas eu de plainte de déposer pour le moment. Exactement. Mais c'est vrai que les images. Et alors non, Monsieur le procureur, il dort, il fait la sieste. Sûrement. Il doit s'emparer de cette affaire immédiatement. Tout doit être mis en œuvre pour trouver. Il n'y a pas besoin d'une plainte. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? L'initiative de la procédure pénale appartient à l'État, avec l'autorité de poursuite qui s'appelle Monsieur le procureur. Ce qui est quand même dingue. Il doit être en train dingue. de feuilleter son télérama. C'est que les types, ils font quand même du buzz là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sentiment d'impunité quand même qui est énorme dans ce pays. Absolument. Où les gens diffuser la vidéo sur les réseaux. Et ils en sont fiers, ils sont heureux, ils essayent pas de flouter leur visage, de faire tout ça. Ils savent très bien que de toute façon, rien ne va aboutir. Et je trouve que c'est vraiment l'élément le plus intéressant là-dessus, sur lequel, pour moi, il faudrait des sanctions, des peines planchées, où les gens qui font ça systématiquement, voilà, ils vont en prison illico. Celui qui le fait, celui qui le diffuse. Oui. Souvent, c'est eux qui le diffusent. Mais c'est rediffusé. Ouais. Mais c'est cette violence qui est là. Et de toute façon, vous allez sur Snapchat, objectivement, et encore une fois, je ne vais pas cibler des populations, mais souvent les gens des cités, ils sont sur Snapchat. Snapchat, c'est vraiment la foire d'empoigne tous les jours. Hein. En permanence, ils passent leur temps à agresser des gens, etc. et en faire de la publicité sur Snapchat. Moi, j'invite les journalistes à aller sur ce réseau social, parce que c'est pas du tout sur Twitter qu'ils diffusent. Mais il y en a à l'appel des éléments comme ça. Et on en parle parce que ça a fait des centaines de milliers de vues. violence, c'est-à-dire qu'au-delà des règlements de compte, là, on voit que c'est un monsieur d'un certain âge avec un manteau. C'est les violences gratuites, c'est ce dont on parlait quand on parlait d'ensauvagement de la société. Ce qui était expliqué, c'est que souvent, ce sont des SDF aussi qui sont martyrisés par ces gens-là. Qui se font tabasser. On se croirait parfois dans le film Orange Mécanique. Ouais, mais il y a aussi celui, vous savez, celui American Psycho. Il va se faire des SDF dans la rue juste parce que ça l'amuse. Il y a un peu ce côté-là aujourd'hui où globalement il y a de la violence gratuite et ça on la laisse passer parce qu'effectivement il y a des gens ils vont pas se plaindre et que les policiers de toute façon ils sont débordés. On ferait mieux de faire le boulot de la police. Oui. Absolument. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi. On va parler évidemment de Guillaume Pelletier qui rejoint Éric Zemmour, de la hausse des violences envers les élus et des non-vaccinés. Cette tribune hier sur les propos des non-vaccinés qui transmettent le virus. Certains demandent à ce qu'ils soient responsables pénalement. Sophie, votre coup de cœur? Alors je sens que vous allez me sauter à la gorge, mais j'écoute évidemment un peu les médias, ne serait-ce que pour cette émission. Et j'avais un coup de cœur pour le porte-parole du gouvernement. On a vu tellement d'horreurs comme porte-parole du gouvernement. C'était terrifiant. Je me souviens de celle qui disait qu'elle ne savait pas mettre un masque et que c'était très dangereux, etc. Et je trouve que Gabriel Attal... Pécresse ce week-end. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Elle n'a peut-être pas tort si Beth Ndiaye, elle a mis son masque à l'envers. Son masque est fermé de... Voilà. Oui, bon, on va dire qu'elle est blonde. Voilà. Mais mais là c'est pas possible. Mais je suis blonde. Pas dire un truc je suis blonde. Voilà. Mais on l'a bien compris. Vous avez le droit de non, pas forcément. Hein. Voilà, faut préciser. Oui, donc vous dites. Donc je disais que Gabriel Attal, il me bluffait assez parce que il a quand même des situations très difficiles à défendre. Il a des prises de parole du président. Il a le courage d'aller à la télévision dans des émissions très improbables. Il a vraiment un courage. Il va voir les antivax. Moi, je suis assez bluffée. Je trouve que, mine de rien, il n'a pas l'air de faire de la politique directement. Il fait que ça, hein. Pardon ? Il fait que ça, de la politique. Oui, indirectement, mais je trouve que... Non, mais c'est pas facile d'être porte-parole. Moi, ça m'a bluffé. Est-ce que je peux répondre, mais de façon très polie, mais quand même, je trouve que, sans parler personnellement par rapport à vous, je trouve que c'est l'argument typique des bourgeois des années 68 qui votent Macron. Ça veut dire que ce qui compte, c'est l'apparence, le petit jeune, il est content et compagnie. Mais peu importe que son job, en fait, ça soit défendre le matin
le contraire de ce qu'il a dit la veille, et parce que justement il le fait bien, c'est un bon porte-parole. Moi, je pense que un exemple du contraire de ce qu'il avait dit la veille. Ah, donc ça n'est jamais. Il est complètement cohérent, c'est pour ça que je le défends. Vous savez, sa seule force qu'il a aujourd'hui, c'est justement d'être toujours en permanence en situation de défendre Emmanuel Macron. À un moment donné, je suis pas convaincu qu'Emmanuel Macron, depuis 3 ans, il s'est pas contredit. Le job du porte-parole, justement, c'est d'avaler des couleuvres. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, très bien. Il est bon, c'est-à-dire que les gens le regardent, ils se disent, il est bon en tant que tel, mais est-ce qu'ils y croient? Moi, je vous parle du fait qu'Emmanuel Macron, il a été élu en disant, écoutez, on va restaurer. C'est son porte-parole. Son porte-parole. Objectivement, on s'en moque de Gabriel Attal, de ce qu'il pense. Non, moi, je trouve qu'à un moment donné, il faudrait des porte-paroles qui sont dans l'authenticité, où on se dit qu'ils incarnent quelque chose, qui représentent quelque chose. Ça veut dire qu'on sait qu'en fait, Gabriel Attal, à un moment donné, on lui fait confiance quand il nous dit ne vous inquiétez pas, Emmanuel Macron ne vous ment pas, parce qu'on sait que le lendemain, s'il apprend qu'Emmanuel Macron a menti, il va arriver, il va dire désolé, je suis obligé de vous le dire, il a menti, je démissionne. C'est comme ça. Sauf que lui, on sait. Non mais on sait. Il n'y aurait plus un homme politique au pouvoir si on démissionnait dit qu'ils ont menti. Un porte-parole, je vois pas à quel moment vous pouvez vous dire je lui fais confiance. Vous pouvez vous dire il est pro, il est doué. Alors j'ai pas parlé de confiance. Oui, mais c'est ce qui compte. On est quand même dans une phase aujourd'hui de perte de confiance dans la parole publique. C'est quand même la seule chose pour moi qui me semble la plus essentielle. On parle des antipasses vaccinaux, on parle de ceux qui croient pas au vaccin, etc. À un moment donné, c'est parce que ceux qui portent la parole, justement, ils y croient pas. Il se coltine des antivax, il se coltine des émissions où on le flag ou qui sont anti-Macron. C'est pas la question de Macron. Je trouve qu'il est assez mesuré. Ça reste un enfant gâté qui a toujours. Mais non, il a toujours été gâté. Parce qu'il est arrivé, parce qu'il est porte-parole. Il est bien protégé, etc. Je trouve qu'il fait son job. Il le fait bien. C'est la première fois qu'on le fait bien en 5 ans. De là à ce que ce soit un coup de cœur, je trouve que c'est un peu. Sophie, je me suis dit, alors, je voudrais dire un petit mot et réagir à ce qu'a dit Régis. Bien sûr que c'est un enfant gâté. Enfin, Griveaux l'avait fait rentrer au cabinet de Touraine, où il avait un emploi fictif, etc., etc. Exactement. Il a été, il n'a pas fait beaucoup d'études. Il n'a pas beaucoup de diplômes, il s'est pas beaucoup cassé le bonnet. Alors, en revanche, Sophie, ce que je reconnais, c'est que c'est quelqu'un qui a du talent. Alors, c'est pas du courage, c'est ce que je dis. je dirais. Oui. Il a du culot, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et sur le plan formel, il maîtrise bien son expression, etc. Mais il a entièrement raison. Il passe son temps à épanger les mensonges des autres. Il n'y aura jamais de passe vaccinal, pas de passe sanitaire au-delà du 15. La 3e dose, ce sera jamais nécessaire, etc., etc. Oui, enfin, il vient vous dire avec un aplomb. Il est porte-parole. Les soldats. Il faut savoir qu'il vise un ministère régalien pour le deuxième quinquennat de Macron. Attendez, une phrase. C'est un bon petit soldat, mais il ne faut pas sous-estimer la façon dont il est perçu. Les gens ressentent cet aplomb, ce culot, cette façon d'éponger les mensonges comme une violence. Oui, enfin, emploi fictif, vous y allez un peu fort. Il a dit quoi ? Vous avez dit qu'il avait eu un emploi fictif, c'est pas. Oui, non, on peut pas dire un truc pareil. C'est pas vrai. Mais non, si vous voulez, ok, d'accord. C'est diffamatoire, cher maître. Oui. Non, c'est pas diffamatoire parce que si vous voulez, c'est pas une catégorie juridique. L'emploi fictif, c'est pas une. Si je disais, il a violé quelqu'un, oui, ça se serait parce que c'est une infraction. L'emploi fictif, vous faites. On n'a pas le droit de dire un emploi fictif, on peut dire des trucs qui boîtent à ce moment-là. Madame Fillon. Non, mais c'est pas pareil, enfin. Je qualifie un travail. Gabriel Attal et Madame Fillon. Donc, 80% des attachés parlementaires qui étaient membres de la famille ne faisaient rien. On sait bien. Fermons le banc. François, un mot ? Il est doué, je pense qu'il est doué pour ce qu'il fait, mais il va très vite. Je ne suis pas persuadé qu'il passe bien au niveau des gens qui ont un peu de mal à suivre. Il va à une vitesse impressionnante. Un peu trop vite. Mais il est très doué. Allez. Il est très courageux. Oui, voilà, c'est juste ce que je disais. Il allait dans les facs défendre les politiques du gouvernement face à l'UNEF tout seul. Le vrai courage qu'il y a, c'est le courage de la vérité, c'est pas le courage du perroquet. Non mais la vérité c'est où en ce moment ? Où est la vérité sur le virus ? Dans ce cas qu'ils le disent, il n'y a pas de vérité, j'en sais rien, mais on tente, qu'ils le disent dans ce cas-là. Non, ça c'est pas possible. Autour de Guillaume Pelletier maintenant. Donc il a annoncé ce week-end qu'il rejoignait Éric Zemmour. Je vous propose d'écouter sa déclaration. C'était hier. Alors j'ai pris ma décision avec beaucoup de gravité et d'enthousiasme. J'ai été numéro 2 des Républicains. J'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy. Je suis député du peuple.
j'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite. J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République. La réaction de Marine Le Pen hier également. Je pense qu'Éric Zemmour doit aller déposer un cierge parce que là où M. Pelletier passe, les campagnes trépassent. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a peut-être porte la poisse, puisqu'il a soutenu successivement Bruno Maigret, Philippe de Villiers, il a soutenu Nicolas Sarkozy lorsque Nicolas Sarkozy a perdu, soutenu Nicolas Sarkozy à la primeur qu'il a également perdu, et dernièrement il a soutenu Xavier Bertrand qui a perdu, et Éric Ciotti qui a perdu. Voilà. Donc, vous voyez, moi il a tapé à ma porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Voilà. Elle est assez bonne. Dans son genre, elle est assez bonne. Moi, je vais pas être méchant à l'égard de Marine Le Pen, mais à quel moment donné le Rassemblement national a gagné les 50 dernières années? C'est-à-dire que je trouve en fait que l'argument, à un moment donné, soit on fait de la politique pour des convictions, soit on le fait pour gagner. D'attaquer sur ce créneau-là, j'en suis pas convaincu. Ensuite, l'autre élément, c'est que si vraiment c'est aussi facile que ça d'avoir Guillaume Pelletier, pourquoi dans ce cas Guillaume Pelletier n'a pas rejoint Marine Le Pen? Et si Marine Le Pen, elle l'a dit, elle vient de le dire. Et si Marine Le Pen ne voulait pas de Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 des Républicains, moi dans ce cas-là j'ai des doutes sur sa véritable envie de parler à un électorat des Républicains. C'est-à-dire que le jour où il y a quand même quelqu'un d'aussi important que Guillaume Pelletier qui vient frapper à la porte du Rassemblement national, je suis désolé, à quel moment donné le Rassemblement national pourrait dire non? Ce qui s'est passé, moi je l'ai suivi un peu, Guillaume Pelletier, c'est que Guillaume Pelletier il a beaucoup d'amis au sein du Rassemblement national, qu'il a voulu un peu tâter le terrain, voir comment ça allait se passer. Je pense qu'il imagine aussi de se demander est-ce que dans le cas d'un second tour, Marine Le Pen pourrait soutenir Zemmour, est-ce que Zemmour pourrait soutenir Marine Le Pen, et est-ce qu'il serait accepté, etc. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il voulait le rejoindre. Ça fait un an, vous savez. Moi, il y a 10 mois de ça, j'étais déjà au courant que Guillaume Pelletier avait vu Éric Zemmour et qu'il prévoyait justement et qu'il lui avait dit, je veux vous soutenir. Ouais, mais il n'a pas dit ça à Marine Le Pen. C'est-à-dire que je trouve que les attaques à l'égard de Guillaume Pelletier, il n'est pas allé la voir. Il a vu ses proches qu'il connaît, qui sont des amis depuis des années. Il pose des questions. Je vois pas comment ça veut dire je veux rejoindre Marine Le Pen. Alors depuis un an, on doit marquer une pause, c'est la pub, hélas, mais il en faut. Et on se retrouve dans un instant. Et vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio, on en parle avec François Monboise, Régis de Castelnau, Éric Tegner et Sophie de Menton. Guillaume Pelletier qui rejoint Éric Zemmour. Valérie Pécresse a déclaré ce matin que c'était un non-événement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les gens savent qui est Guillaume Pelletier déjà? Est-ce que c'est une personnalité? Ça me fait penser au livre de Ségolène Royal, qui connaît... Oui, qui connaît... Je ne sais plus. Il était ministre et il l'avait critiqué et du coup ça a fait un buzz. Besson, je crois. Besson. Qui connaît Éric Besson? Voilà. Et ça c'était terrible. Et je crois surtout il y a, merci beaucoup, il y a surtout quelque chose de terrible, c'est cette espèce de guéguerre de cours de récréation. Je n'en peux plus de les entendre dire du mal les uns des autres. J'en peux plus. Je veux dire, il n'y a pas de proposition concrète. Dire je fais ça tout de suite. Ils passent leur vie à se dénigrer les uns les autres. Je n'en peux plus. En plus, ils sont hypocrites parce que je trouve qu'à un moment donné, ils disent tous chez LR, oui, mais Guillaume Pelletier, en même temps, on s'y attendait, bon débarras, de toute façon, ça a toujours été un mec d'extrême droite. Dans ce cas-là, pourquoi ils ont accepté qu'un type d'extrême droite soit numéro 2 du parti, vice-président délégué pendant des années? Donc je trouve qu'il y a de l'hypocrisie. Et s'il commence à dire oui, mais on voit son passé, on voit ses propos, c'est normal qu'il aille chez Zemmour, dans ce cas-là, qu'ils disent à Ciotti, t'as qu'à rejoindre tout de suite Éric Zemmour. Ils ont qu'à dire à François-Xavier Bellamy de faire la même chose, à Retailleau qui a commencé avec Philippe de Villiers de faire la même chose. La vérité, c'est que je pense que, honnêtement, moi je m'y attendais pas que Pelletier rejoigne Zemmour, parce qu'effectivement, il avait dit à Zemmour, je veux t'aider, mais bon, il pouvait être sur la même stratégie que Wauquiez, à se dire on attend. Il le fait à un moment où les sondages pour Zemmour sont pas les plus fous. Oui, mais sont un peu plats. Et surtout, oui, mais il aurait pu tout à fait, à un moment donné, on est habitué à se faire humilier quand on fait de la politique, il aurait pu attendre. La vérité, c'est que c'est une super arme anti-Pécresse, parce que ça leur confère quand même un très bon porte-parole, qu'il est extrêmement efficace dans l'organisation des structures, à la compréhension des sondages. Il avait une société d'analyse des sondages, Pelletier est très bon. Il est assez je pense que pour le parti Reconquête, ça va être important. Et enfin, le dernier point, c'est que ça démonétise Ciotti. Mais
quel moment donné, Ciotti aujourd'hui peut paraître crédible quand il y a Pelletier qui a franchi le Rubicon? Et désolé, il y a quelques semaines, moi j'entendais encore Christian Jacob qui disait c'est faux, on n'a aucun élu LR qui parle avec Zemmour, il n'y aura aucun ralliement. Il avait qu'à dire, sauf Pelletier, vous allez voir, dans un mois il va le faire. Non, la vérité c'est qu'il ne s'y attendait pas et que c'est une nouvelle étape quand même dans la campagne de Zemmour. Il leur manque, après je lisais un bon édito de Guillaume Tabar dans le Figaro où il disait on compare souvent Zemmour et Macron sur les campagnes et dans le fond Zemmour a aujourd'hui son Christophe Colomb à travers Gérard Collomb pardon, à travers Philippe de Villiers. Il lui manque son François Bayrou. Son François Bayrou pourrait être plutôt une Marion Maréchal, mais lorsqu'on entendait les propos de Marion Maréchal, est-ce qu'elle pourrait soutenir ou pas Éric Zemmour, souvent ce qu'elle disait c'est qu'elle avait je trouve que c'est vraiment le dénigré. Non, parce que je pense que tout le monde s'en fout pas effectivement. Non, pour moi Marion Maréchal si elle soutenait Eric, déjà elle est dans le top 10 des personnalités politiques préférées des Français. Ensuite aujourd'hui je pense que Marion Maréchal elle parle à l'électorat du Rassemblement National, ce qui est extrêmement important et efficace. Je pense qu'une figure femme aussi avec Éric Zemmour ça serait pas si mauvais et que elle a justement ce côté d'authenticité. Mais elle, un Pelletier peut convaincre parce que ce que Marion Maréchal attend souvent c'est qu'il y ait une structuration du côté d'Éric Zemmour et je pense que Guillaume Pelletier peut apporter cette structuration justement parce qu'il vient d'un parti où les gars c'est des purs stratèges. Enfin, mais en tout cas, elle aurait surtout pas dû critiquer et peut-être que vous avez raison, tout à fait d'accord, mais jamais on aurait dû le flinguer parce qu'il partait. Alors, je voudrais que les autres puissent s'exprimer également. Je suis impressionné par Éric qui attache énormément d'importance à ce que Valérie Pécresse, me semble-t-il, à juste titre, qualifie de non-événement. Bon, sachant que j'étais de service aujourd'hui, ma chère Valérie, j'ai un peu travaillé quand même. Moi, je ne savais pas qui était Guillaume Pelletier, je le confondais avec Guillaume Larrivé, surnommé Guillaume Larriviste. Parce que vous n'êtes pas un ancien LR, ce que je suis, donc je sais que Pelletier est très influent. Mais vous êtes dans la politique. Juste un moment, c'est que Éric Tegner est dans la politique, baigne dedans, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez raison. C'est que je pense que l'immense majorité de Français ne sait pas qui est Guillaume Pelletier. Et même, on en fait un sujet ce matin. Je me demande pourquoi. Non, Pelletier il va aider concrètement à apporter des parrainages parce que c'est un ancien maire. Et à un moment donné, si Wauquiez, à l'époque, il avait choisi de mettre Pelletier numéro 2, c'est parce qu'il sait très bien que Pelletier, il parle à une grande partie de la base des Républicains et que Pelletier, ça peut être aussi le début de député. Je pense à Anne-Laure Blin, par exemple, dans l'Anjou. Vous connaissez pas, mais simplement les Français. Les Français, ils n'entendent pas que Pelletier rejoint, ils entendent le LR rejoint, ils entendent. En fait, ils entendent Zemmour et pas seul. Laissez parler tout le monde. Je finis. Donc j'ai travaillé, Valérie, j'ai été révisé. J'ai regardé qui il était. Bon, je constate effectivement tous ces éléments tactiques, je peux les comprendre. La question des parrainages, ce que ça pourra. C'est un vrai sujet. Et c'est pas péjoratif, attention. C'est de la cuisine et elle est nécessaire. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, aujourd'hui, vis-à-vis des Français, le départ de Guillaume Pelletier, je suis désolé de vous dire que tout le monde s'en fout. Je pense que Valérie Pécresse a raison de dire que c'est un non-événement politique. Oui, mais elle l'a critiqué après. On est à 3 mois de l'élection présidentielle. On a véritablement, il y a des enjeux politiques forts. Ça, c'est bon, ok. Qu'est-ce qui sera un événement politique dans ce cas-là? Je pense que c'est un non-événement politique. Voilà, c'est tout. Dans ce cas-là, Régis, j'ai une question parce qu'en fait, il y a souvent des sujets qui sont faits pour. Je voudrais que François puisse s'exprimer, vous répondrez, mais oui, un poids lourd, c'est pas un poids lourd, Guillaume Pelletier. Non, mais on s'attend pas à ce que Nicolas Sarkozy rejoigne Éric Zemmour, et je suis désolé, Emmanuel Macron, il y avait des nobodes, Castaner, moi je le connaissais pas, Griveaux, je le connaissais pas, Gérard Collomb, je le connaissais pas. Ils ont tous rejoint Emmanuel Macron, et ce qui a permis à Emmanuel Macron d'arrêter de dire qu'il était seul. Le nombre d'émissions qui ont été faites pour dire que Zemmour était seul et qu'il n'était pas soutenu par Villiers, il y a eu plus d'émissions pour dire que Villiers lâchait Zemmour que d'émissions pour dire que Villiers avait finalement rejoint Zemmour. François, des émissions où il y a un programme. François, c'est pas un poids lourd, Pelletier, même si c'est bien pour Zemmour de l'avoir eu. Je suis d'accord avec Éric, si Marion Maréchal est pour Zemmour, ça aura beaucoup plus de poids pour les gens que Pelletier.
parce que c'est quelqu'un de connu, de jeune, de populaire, d'une femme, etc. Pelletier, c'est pas un poids lourd. Si c'était Retailleau ou Ciotti ou quelqu'un comme ça, alors là, oui, ce serait un événement. Oui, mais Marion Maréchal ne rejoindra jamais si c'est la première à rejoindre. Il faut toujours d'abord l'infanterie et ensuite il y a la cavalerie. C'est-à-dire que moi je suis pas mal la campagne de Zemmour. La vérité c'est que, et j'en connais des députés LR, etc., qui disaient oui, moi j'aurais bien rejoint Zemmour, mais personne ne le rejoint. Je leur disais, en même temps, si tu le rejoins pas, qui va les rejoindre? C'est-à-dire que tout le monde attend en fait. Et donc je trouve qu'il y a un mouvement qui s'opère depuis l'après-Villepinte, où Villiers a fini par rejoindre. C'est important parce que je pense que Villiers a permis aussi à ce qu'un Patrick Buisson hier soit là, ce qui a permis qu'un Pelletier soit là. Quel soutien à Patrick Buisson, condamné à de la prison. Oui, mais en fait, c'est des. Non, il n'est pas condamné. C'est de la vieille politique. Bien sûr que si. Non, il n'est pas condamné. Janvier. Il a été condamné. Qui? Patrick Buisson. Mais ça va pas, c'est le 22 janvier. L'histoire des sondages, il a été condamné. Mais non, Valérie, enfin, excusez-moi, c'est mon cabinet qui le défend. C'est mon épouse qui a plaidé pour lui. Donc, non, c'est le 22 janvier. C'est le 22 janvier. Le poids politique de Patrick Buisson aujourd'hui n'est pas celui qu'il a été. Il était hier, effectivement, je doute, qui soutiennent Zemmour. Je lui ai beaucoup parlé, il a fallu préparer son dossier. Je doute qu'il soutienne Zemmour, mais il était au Sable d'Olonne, il y habite, il est l'ami du maire. Qu'il soit présent, c'était la moindre des choses. Absolument. Ils se laissent, ce sont des vieux. Absolument. Donc, Patrick Buisson, il y a un côté sulfureux quand même. Ce qui a de côté sulfureux, à tort peut-être. Ce qui, étant donné que Zemmour est lui-même sulfureux, est ennuyeux. Franchement, je ne trouve pas que ce soit, si c'était un soutien très utile. Il est venu, il a dit, c'est pas sûr. Moi, je vous parle d'un effet où d'un côté, il y a une baisse dans les sondages et de l'autre, il y a un certain écosystème qui commence à se mettre en place et qui permet que demain, peut-être, il y en a des plus importants. Parce que je suis désolé. Je crois que les Français en ont marre des écosystèmes. Oui, d'accord, mais bon, oui, mais dans ce cas-là, arrêtons de faire des émissions pour dire que Zemmour est seul et disons que la seule chose qui compte, c'est que Zemmour. Mais la vérité, c'est que 2 semaines avant le premier tour, les gens diront, et c'est l'attaque de Pécresse d'abord contre Zemmour, avec qui il va gouverner. Si Ciotti aujourd'hui critique Zemmour, c'est justement parce qu'il dit qu'il n'a pas de ministre. Donc à un moment donné, c'est important pour lui d'en avoir. Alors, et je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui. Tout le monde court à la soupe dès qu'on est élu. Je pense que c'est plus compliqué. Je termine là-dessus, Valérie. Je suis désolé de prendre du temps. C'est plus compliqué aujourd'hui pour Bellamy de soutenir Pécresse après le ralliement de Pelletier à Zemmour qu'avant, parce qu'à un moment donné, les gens se disent pourquoi tu ne le rejoins pas Zemmour, François-Xavier Bellamy, alors que tu as les mêmes idées, sachant que même Pelletier l'a rejoint. Avant, il pouvait dire désolé, personne n'a fait. Pourquoi Bellamy devrait soutenir Pécresse? Je comprends pas. Zemmour. Je pense que s'il soutient Pécresse et pas Zemmour, désolé, Bellamy est démonétisé. Alors, on a un auditeur qui voulait réagir. On a Alain des Yvelines. Alain? Alain? Est-ce qu'Alain est là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je souhaiterais réagir. Déjà, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Et puis, j'adore Sud Radio. Donc, je vous écoute vraiment très attentivement. Je suis un fervent partisan d'Éric Zemmour, je le dis ouvertement. Je crois que les débats qu'on peut écouter, vraiment, que j'essaie d'écouter aussi, parce que je suis un peu la campagne, on parle beaucoup politique. En fait, et beaucoup de conflits entre les différentes parties, etc. Et aujourd'hui, je crois que tout est une question non pas simplement de programme politique, mais réellement de projet pour la France. Et je crois qu'Éric Zemmour s'inscrit vraiment dans un projet précis avec un programme. Et aujourd'hui, bien sûr, quand j'écoute Valérie Pécresse, quand j'écoute ce que dit Marine Le Pen, etc., c'est vraiment des conflits inutiles et stériles pour moi. Parce que dès l'instant où il y a si quelqu'un rejoint Éric Zemmour, tout de suite, on entend les critiques, on essaye de voir le négatif dans la personne qui va soutenir Éric Zemmour. Donc je pense que c'est stérile, c'est pas productif aujourd'hui. Moi, ce que j'attends, c'est de voir de l'autre côté de réelles personnes qui ont un projet politique, un débat politique intelligent. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, celui qui s'inscrit le mieux dans un projet politique, c'est Éric Zemmour. Voilà, c'est mon avis. Pas d'un point de vue économique, pardonnez-moi. Non, il s'est vraiment moi je suis pas fan de Hanouna, mais dans Face à Baba, et puis il a décrit son projet politique, il a débattu sur son programme économique, qui est un programme bien construit, intelligent
est bien structuré. Donc aujourd'hui, je sais pas, on tape dessus sans réellement argumenter d'une façon intelligente. J'ai vu quelques-uns effectivement débattre avec Zemmour, mais les gens que j'ai vu débattre avec Zemmour, c'est des gens comme Onfray, donc des gens qui sont pas du tout dans la même dimension et qui discutent même. Alors même Mélenchon, qui est quelqu'un à qui j'adhère pas du tout, mais il a quand même un discours, il a une idéologie. Et aujourd'hui, je crois que le combat, il n'est pas politique, il est idéologique. Puisqu'on a, en réalité, et c'est ça qui va ressortir à un moment donné, on est mondialiste, on est anti-mondialiste. On est pour un État-nation ou on est mondialiste. Et vous pensez quoi je crois qu'aujourd'hui, du ralliement de Guillaume Pelletier? Oui, le ralliement de Guillaume Pelletier, c'est un plus. Et plus il y a des plus, et plus ça sera plus. Et je crois que Zemmour, de toute façon, il a des alliances petit à petit. Il y a des gens qui se réveillent et qui comprennent le projet. Parce qu'il faut prendre le temps. Il faut que les Français réellement prennent le temps d'écouter, de lire le programme. Et qu'on arrête de parler de racisme, etc. Moi, je suis venu en France en 1977. Je suis un immigré. Je suis d'origine israélienne. J'ai appris le français à l'âge de 11 ans. J'ai vécu dans toute cette période-là effectivement de Mitterrand à Chirac, etc. Tout ce qu'il y a eu, la vague d'immigration, et j'ai vu tout ça. J'ai vécu en banlieue, donc j'ai vu ce qui s'est passé. Je vois où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'on soit juif, musulman, etc. Ce qu'on aspire, c'est simplement de vivre à une société où tout le monde est respecté. Et il faut aussi accepter le fait que la France, c'est un pays. On est en France, c'est un pays de culture chrétienne. Donc ça, il faut l'accepter. Merci, vous n'avez pas l'impression que, enfin oui, j'aurais juste voulu, parce que vous dites, je suis d'accord sur l'unité, etc. J'ai quand même un peu l'impression que Zemmour divise beaucoup la France, en particulier avec les musulmans, non? Mais pas du tout, pas du tout. Je vous assure qu'il y a des musulmans qui votent Zemmour. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur seule chance en France de réussir vraiment, c'est de s'intégrer. Et d'embrasser cette culture qui est extraordinaire. Je crois que je crois qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais ça c'est dans les années 80 avec Mitterrand qui a voulu avec SOS Racisme, etc. Et il voulait effectivement faire une espèce d'unité qui n'en a jamais été une parce que ça a créé plutôt du communautarisme. Il fallait simplement discipliner les gens et leur dire voilà, vous venez en France, vous êtes français, acceptez. Et embrasser cette culture et puis la gauche est très responsable. Comment? La gauche est très responsable de cet état de fait parce que mais bien évidemment, mais on le sait. Oui. Merci de nous avoir appelé, Alain. Et pardon. Oui, non, je sais pas que. Oui, Alain. Non, j'ai voté. J'ai voté aux étudiants. Il faut voter. Il faut regarder le programme de Zemmour. Voilà. Merci de nous avoir appelés en tout cas. Mais attention, on va voir celui de Taubira bientôt. Hein. Vous voulez parler de Taubira? Je sens que vous voulez parler de Taubira. Non. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Non, c'est dommage. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, je voudrais qu'on parle de cette tribune qui a beaucoup fait réagir et qui vous fait beaucoup réagir, auditeurs de Sud Radio. Tribune publiée dans le Parisien hier. David Smadja, professeur en hématologie, et Benjamin Fellouz, avocat au barreau de Paris, milite pour des poursuites pénales contre ceux qui refusent le vaccin et qui contaminent d'autres personnes, ainsi que ceux qui relayent de fausses informations sur la pandémie. Ils disent qu'il n'y a plus de débat sur l'efficacité du vaccin et ils font le parallèle avec le sida, les juridictions pénales qui ont étendu la constitution de la dite infraction du virus du VIH pour des individus porteurs qui, en pleine conscience, auraient eu des rapports sexuels non protégés ayant contaminé leur partenaire. Peut-être que l'avocat va répondre. Il est excédé, l'avocat. Alors, il va d'abord rappeler, il va faire argument d'autorité. C'est une matière que je connais particulièrement pour l'avoir énormément traitée, l'avoir enseignée. Alors, je vais faire un petit préalable en disant que j'en ai un peu marre de ses confrères. Alors, d'un côté, on a Divisio, qui n'est pas antipathique, espèce de Savonarole, qui est absolument partout et qui est militant excessif. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui vient dire, un autre confrère, qui vient dire, voilà, le pénal, en prison, assassin, etc. Je voudrais que le Conseil de l'ordre les rappelle à l'ordre. C'est le cas de le dire. Sur le fond, ça ne tient pas debout en l'état de la loi française. Ça ne tient pas debout. Hein. L'affaire du sida, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui
et c'était des coups et blessures volontaires qui avaient des rapports non protégés consciemment en sachant qu'ils étaient porteurs. D'accord, hein? Donc, et le lien de causalité entre l'infection de la personne était prouvé. Qui retrouvée infectée après ses rapports sexuels était établi. Là, il n'en est absolument pas question. C'est absolument impossible de considérer que c'est monsieur machin qui a contaminé tel ou tel autre. Deuxièmement, on dit mise en danger délibérée d'autrui. Hein, c'est-à-dire que effectivement, et c'est la base qui a été utilisée à mon avis à tort pour mettre en examen Agnès Buzyn, la mise en danger délibérée d'autrui, elle se fait si on viole délibérément une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi. Le fait de ne pas être vacciné est autorisé par la loi. Faut arrêter. C'est autorisé. Moi, je l'ai déjà dit sur votre plateau, hein, Valérie, je suis partisan de la vaccination obligatoire pour en sortir. Hein. Il n'empêche quand même qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi, de monter les gens les uns contre les autres. Hein. On se retrouve avec une tension extraordinaire, et c'était un des thèmes de ce matin qu'on n'aura pas le temps de terminer, c'est celui de la violence vis-à-vis des élus, parce que c'est devenu beaucoup trop passionnel. Ces deux intervenants mettent de l'huile sur le feu. Je souhaiterais qu'ils soient rappelés à l'ordre. Bravo. Oui, mais François Monboisse, il y a de la violence, il y a de la violence des deux côtés. On n'a pas le temps effectivement de parler de violence. Mais ça serait plus simple si la tribune était pour demander la vaccination obligatoire des plus de 50 ans ou pas, comme en Italie. Ça serait plus simple. C'est vrai que ça devient un peu compliqué de dire vous avez le droit de ne pas vous vacciner, mais on va vraiment vous enquiquiner jusqu'à la moelle pour que vous vacciniez, quoi. Ça devient compliqué. Oui. J'ai pas compris, vacciner que jusqu'à la moelle. Moi, je pense déjà que c'est... Dire, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais on va vous pourrir la vie. Ce langage devient difficile. C'est vrai qu'il a mis l'huile sur le feu. Ça serait plus simple de faire comme les Italiens. C'est-à-dire quoi, la vaccination obligatoire? Si le gouvernement estime qu'il faut absolument vacciner les plus de 50 ans, les fragiles, etc., on dit que c'est obligatoire. Et on demande aux Italiens comment ils font, puisqu'on nous dit qu'on n'est pas capable de le faire. Non, mais notre pays est très difficile et je maintiens que tous les sujets provoquent de l'extrémisme. C'est insupportable. Ça va des femmes aux saucissons en passant par le Covid. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus dire il y a les extrémismes, mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que ce qui fait que ce type de tribune peut avoir lieu aussi, c'est parce que Emmanuel Macron donne du crédit à la radicalité. Hein. L'extrémisme, c'est pas juste l'extrême gauche, l'extrême droite. Je suis désolé, Macron a une posture complètement irresponsable, pour reprendre ces termes. Et quand il explique que le but c'est de les emmerder, je suis désolé, ce type de tribune, ce type de solution qui peut être mise en place, justement c'est pour les emmerder. Et je pense que, j'étais d'accord avec ce que disait Régis tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, de toute façon on peut pas le faire si on n'oblige pas les gens à se faire vacciner. Dans ce cas, qui fasse passer la loi. Vous imaginez la société de délation, vous allez prendre l'avion, vous allez tousser en prenant votre café, vous allez vous retrouver menacé d'aller au tribunal. Il est hors de question de punir les gens de quoi que ce soit, etc. Je suis d'accord. Je dis simplement, il faut quand même le préciser, que ces termes, d'ailleurs je pense qu'il n'aurait pas dû dire ça, bon d'accord, mais c'est pas non plus un drame. Et ça s'est passé... C'est quel média qu'il a publié? Parisien. Le Parisien. Moi je trouve ça irresponsable que le Parisien fasse publier ça. Je voudrais finir là. C'est... Tous les jours, il y a une tribune dans le Parisien avec des lecteurs et il y a un invité et les lecteurs posent des questions. C'est en public. Là, mais là, vous parlez, Sophie, de l'interview d'Emmanuel Macron. Et donc, il a répondu, effectivement dans cette conversation en langage parlé. Il parlait très directement. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il faisait. Vous n'êtes pas naïf, vous savez qu'il y a des relectures. Ça a été relu, ils l'ont confirmé au Parisien. On sort du sujet, Sophie. Non, parce que le lendemain, il faut quand même le dire, le lendemain, on a interrogé les mêmes lecteurs du Parisien qui avaient participé, qui étaient là, et qui n'ont pas compris le scandale que ça faisait, parce que c'était une conversation. Oui, mais Macron, il est pas né de la dernière pluie. Il savait très bien ce qu'il faisait. Là, c'est... c'est pas non plus le... Bon, d'accord. Mais là, c'est pas le sujet. Là, ce sont les tribunes, contre-tribunes. Oui, c'est ça. À partir de là.
Mais je pense que le but, c'est qu'on veut une société dans laquelle il y a les bons, il y a les méchants, il y a les coupables, il y a ceux qui doivent rendre la justice, c'est ce vers quoi on se dirige. Et ce qui m'ennuie, c'est que ceux qui sont, et moi aussi, je suis pour le vaccin, je trouve que ça veut rien dire ce truc-là, je veux juste me faire vacciner, même si ça m'embête d'avoir encore une 3e dose et une 4e dose après. Ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve dans une situation où les gens, ils vont vous expliquer, ah, c'est pas bien, nous on est le camp de la raison, alors qu'ils ont une façon d'aborder le débat qui est complètement dingue. Ça veut dire que c'est la phrase emmerdée, c'est le côté de ceux qui prétendent être dans le camp de la raison qui va dire qu'on va tomber dans une société de la délation où au final, eh bien, si on considère que notre voisin c'est lui qui nous a contaminés, on va pouvoir lui faire un procès. Personne au monde ne veut ça. Je trouve ça déraisonnable. C'est pas parce qu'il y a quelques extrémistes, c'est bien ce que je dis, mais personne ne veut ça. Juste un petit élément, cette tribune, elle n'a pas été publiée dans un torchon, elle a été publiée dans le Parisien. C'est pas une tribune, on peut pas dire des contre-vérités, ce n'est pas une tribune. C'est un entretien. On parle pas de la même chose, Sophie. On parle pas d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas écouté. Vous allez être puni. J'ai écouté. Vous allez être puni. Il y a une tribune qui est parue dans le Parisien hier, signée par un professeur en hématologie et un avocat, qui demande à ce qu'on poursuive. C'est pas Emmanuel Macron qui a dit qu'il fallait poursuivre. Tout ça rejaillit sur l'extrémisme d'Emmanuel Macron dans un certain sens. Oui, absolument. Non, ça n'a rien à voir. C'était une tribune parue. Oui, mais vous savez bien que dans le Parisien, on peut pas publier n'importe quelle tribune. Je suis désolé, j'ai jamais lu une tribune qui dit attention, le grand remplacement, on est en danger. Sauf que là, notre avocat confirmera que le juriste avait tort dans le Parisien. C'est ce que nous a dit. C'est ce que nous a dit. Donc on peut publier n'importe quoi dans le Parisien de temps en temps. Écoutez, on leur demandera. La liberté d'expression. Ça s'appelle une tribune et c'est la liberté d'expression. Oui, mais c'est un avocat qui s'engageait. Enfin bon. Je pense que les avocats, c'est ce que je disais, c'est le problème du Conseil de l'ordre. Allez, c'est fini. Alors si les conseils de l'ordre servaient à quelque chose, ça se saurait. Ça c'est vrai. Parce que quand on voit le Conseil de l'ordre des médecins, je suis pas méchante, c'est la réalité. Votre Conseil de l'ordre, vous avez évoqué Fabrice de Visio, je pense qu'il aurait mérité quelques rappels à l'ordre. Et là, je vais me faire encore des amis. Il y a des procédures, je crois. Je crois qu'il y a des procédures en cours. Oui, mais le Conseil de l'ordre des médecins, pareil. On se demande si eux aussi, ils étaient... Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? S'ils étaient en train de lire Télérama. Oui, ils étaient en train de lire Télérama, peut-être. De feuilleter. Feuilleter Télérama avec le procureur de la République. Merci à vous, merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. André Bertrand, dans un instant. Au revoir.